Il est rentré au village dans une voiture brillante, les poches pleines, les sourires accrochés à ses lèvres. Mais il avait oublié une chose, on n'achète pas l'innocence. Moussa voulait devenir un homme. Il est devenu un monstre. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est la vérité que personne n'ose dire. Celle qui commence avec un rêve et finit dans une cage. Sous un soleil matinal doré, les feuilles des manguiers dansaient au rythme d'une brise chaude. Le village de Koumé s'éveillait lentement, encore enveloppé dans la quiétude des chants d'oiseaux et des cris joyeux des enfants. À l'ombre d'un grand baobab, un jeune homme aux yeux pleins de rêves regardait l'horizon, Moussa Kouyaté. Moussa était le seul fils d'une famille nombreuse, entouré de 5 sœurs. Choyé, respecté, il était le « pilier » aux yeux de sa mère. Pourtant, derrière l'amour familial, se cachait un désir brûlant d'évasion. Il ne voulait pas finir cultivateur comme son père. Il rêvait d'immeubles brillants, de billets craquant sous ses doigts, de motos puissantes et de costumes repassés. Les adieux furent sobres mais déchirants. Sa mère lui remit un sachet d'arachides grillés et une petite amulette de cuir, pour que ton cœur reste pur. Son père, silencieux, posa une main rugueuse sur son épaule. Les sœurs, naïvement fières, chantaient des refrains d'au revoir. Moussa, vêtu d'un boubou sobre et d'une vieille sacoche en bandoulière, marcha vers l'arrêt du car, un feu invisible dans le ventre. Le car, brin de ballant, s'ébranla sur la route rouge poussiéreuse, s'éloignant lentement des cris et des sourires de Koumé. Moussa ne se retourna pas. Il ne voulait pas que la nostalgie le ralentisse. Dans son esprit, Lagos n'était pas une ville, c'était une promesse. Il imaginait des néons scintillants, des terrasses pleines de monde, des entreprises qui l'attendaient avec un contrat et un chèque. Il s'imaginait riche, heureux, au volant d'une voiture noire climatisée, saluant des inconnus en lunettes de soleil. La ville était pour lui comme un diamant brut qui n'attendait que sa main. Mais alors que le paysage verdoyant cédait peu à peu la place à des zones industrielles, aux toits en tôle ondulée et à la circulation suffocante, un frisson d'incertitude traversa Moussa. Il se rappela soudain que les rêves peuvent coûter cher, surtout à ceux qui n'ont rien. Lorsque les pneus du vieux car touchèrent le bitume craquelé de Lagos, Moussa fut submergé par un flot de sons et d'odeurs. Klaxons stridents, fumée de suya grillée, cris des vendeurs ambulants, rugissement des okadas et l'odeur âcre de la chaleur urbaine, tout l'accueillait, mais rien ne l'embrassait. Il descendit avec prudence, sa sacoche en bandoulière, le regard plein de feu mais les pieds hésitants. Il ne connaissait personne ici, n'avait ni oncle ni frère à attendre au terminus. Ce qui l'attendait, c'était l'inconnu, un inconnu immense, impitoyable et indifférent. Les premiers jours furent une suite de portes fermées. Moussa, vêtu de son boubou repassé avec soin, arpentait les rues, demandant du travail dans les ateliers de couture, les entrepôts, même les restaurants. Partout la même réponse, on n'a pas besoin. Reviens plus tard. Tu as une expérience ? Des mots polis pour déguiser l'indifférence. Il dormit les premières nuits dans une gare désaffectée, le sol dur pour matelas, la sacoche comme oreiller. Il cachait ses maigres billets dans ses chaussettes, écoutant les ronflements des sans-abri autour de lui. Chaque matin, il se lavait à une pompe publique, gardant l'apparence propre malgré l'intérieur qui s'effondrait peu à peu. Un jour, poussé par la faim, il accepta de balayer devant un centre commercial pour quelques nairas. Le gérant ne le regarda même pas dans les yeux. Il frotta des carreaux jusqu'à ce que ses mains soient couvertes de cloques, puis reçut à peine de quoi s'acheter un pain sec. Mais malgré tout cela, Moussa persistait. Chaque matin, il s'habillait, serrait l'amulette de sa mère contre sa poitrine et se répétait « Aujourd'hui, ce sera différent ». Il croyait qu'un miracle pouvait surgir d'un coin de rue, d'une conversation entendue par hasard. Il croyait que la ville finirait par lui tendre la main. Puis, un jour, il passa devant une vaste maison aux grilles dorées. Une affiche fixée à la grille attira son regard, personnel recherché. Il s'approcha, le cœur battant. Peut-être que c'était ce moment tant attendu. Le portail doré de la grande maison brillait au soleil comme un mirage dans le désert. Devant lui, Moussa, trempé de sueur et de fatigue, se tenait droit, le regard fixé sur l'écriteau, personnel recherché. C'était écrit avec des lettres soignées, presque luxueuses. Le contraste avec sa pauvreté n'aurait pas pu être plus cruel. Prenant une inspiration profonde, Moussa sonna.
Une domestique au regard distant vint lui ouvrir. Derrière elle, tout semblait calme, presque trop. On lui demanda d'attendre sous une véranda, sur un banc en bois ciré. Le silence ambiant n'était interrompu que par le ronronnement lointain d'un climatiseur. Lorsque Monsieur Khalifa entra, Moussa sentit immédiatement une tension inexplicable. Khalifa était vêtu d'un boubou immaculé, sentait l'encens rare, et parlait avec une voix douce mais ferme. Il observait Moussa comme un chasseur jauge sa proie. « Que veux-tu, jeune homme ?» demanda-t-il sans détour. « Je cherche du travail, monsieur, n'importe quoi. Je suis fort, rapide, et fidèle. » Un silence pesant suivit. Puis, Khalifa soupira, se leva lentement et déclara. « Je n'emploie que des femmes. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Moussa. Pourtant, son esprit commença à travailler à toute vitesse. Femmes. Pourquoi seulement des femmes? Il n'osa pas poser la question. À la place, une idée naquit en lui, comme une flamme perfide dans le noir. J'ai des sœurs, au village. Elles sont nombreuses. Je peux vous en amener. Khalifa se retourna lentement, ses yeux plissés scintillants d'un intérêt nouveau. Des sœurs? Et tu veux les vendre? Non, non. Juste, les aider à trouver un emploi. Je veux leur bonheur. Et je peux gérer tout ça pour vous. Khalifa sourit pour la première fois, un sourire froid, sans chaleur. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Moussa. Amène-les. Je te donnerai la moitié de leur salaire. Moussa sortit en titubant. Dans sa poche, une liasse de billets, avance de Khalifa, bruissait comme une promesse. Le poids de l'argent effaçait lentement la voix de sa conscience. Il n'allait pas leur faire de mal. Elle travaillerait, c'est tout, non. Dès le lendemain, il loua une voiture noire brillante. Il acheta des habits chics dans un marché de fripes. Il voulait rentrer au village comme un roi. Pas pour impressionner. Pour convaincre. À leur arrivée en ville, les sœurs de Moussa étaient pleines d'enthousiasme. Zina, la plus vive, regardait par la vitre de la voiture brillante en répétant. Moussa a réussi. Il va changer nos vies. Moussa gardait un silence calculé. Vêtu de son boubou neuf, il affichait un sourire rassurant mais creux. Il leur avait vendu un rêve, travail dans un hôtel de luxe, tenue raffinée, clients riches, et surtout, respect. Elles le crurent. Il était leur frère. À l'entrée de la demeure de Khalifa, une domestique ouvrit la grille. Les filles furent guidées à travers des couloirs propres et étrangement silencieux. Les murs, d'un blanc clinique, résonnaient faiblement sous les pas prudents. Tout semblait trop parfait. Le bureau d'accueil était un salon à la décoration froide, où un autre homme, inconnu, leur demanda de remplir des formulaires. Zina fronça les sourcils, inquiète. Où est Moussa? Il est reparti. Il reviendra plus tard, répondit-on, sans sourire. Lorsque les filles furent installées dans des chambres verrouillées, les premières lueurs d'inquiétude apparurent. Il n'y avait pas de téléphone, pas de fenêtre donnant sur l'extérieur. Les repas étaient servis par une porte étroite, sans visage humain. Une semaine passa. Puis, une par une, on les fit sortir. On leur donna des vêtements révélateurs, on les maquilla. Zina refusa au début, cria. Elle fut frappée. La peur devint un compagnon constant. Celle qui obéissait pleurait la nuit. Celle qui résistait, disparaissait temporairement, puis revenait brisée. Monsieur Khalifa ne parlait jamais. Il observait. Ses gardes, eux, faisaient le sale boulot. Il y avait des caméras, des micros, des menaces voilées. Si tu fuis, on trouvera ta mère à Koumé. Zina, plus que les autres, gardait une lueur de lucidité. Elle observait. Notait chaque couloir, chaque changement de garde. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester ici. Elle refusait de devenir une ombre parmi les autres. Un soir, en nettoyant une salle vide, elle remarqua une fissure près d'une porte secondaire, mal fixée. Elle sentit un courant d'air. Son cœur accéléra. C'était une faille. Petite, mais peut-être suffisante. Assez pour un espoir. Chaque nuit, Dina écoutait les bruits du manoir comme d'autres écoutent les battements d'un cœur malade. Une marche lourde ici, une porte qui claque là.
Elle traçait des cartes mentales dans l'ombre, mémorisant chaque détail. Elle ne dormait plus. Son regard devenait vif, aiguisé. Elle n'était plus une victime. Elle devenait stratège. Les autres filles, paralysées par la peur, ne voulaient pas la suivre. Elle répétait à voix basse. « On va nous tuer. On ne sait même pas où aller. » Mais Zina avait fait un choix. Mourir libre valait mieux que pourrir en silence. Une nuit, elle enfila une longue chemise noire, cacha ses cheveux sous un foulard dérobé et attendit que la lumière verte de la caméra du couloir clignote, un signal qu'elle avait repéré. Quand elle clignote, le système redémarre quelques secondes. Elle se glissa hors de sa chambre. Chaque pas était une prière. Son souffle était contrôlé, millimétré. Elle évita les 2 gardes endormis près de la cuisine, glissa dans un couloir latéral, puis atteignit la porte à la fissure. Elle tira, doucement. La serrure grinça, infime son dans l'immensité du silence. Son cœur s'arrêta. Pas de réaction. Elle passa. Dehors, la ville. Chaude, moite, immense. Elle courut. Pieds nus, chaque pierre lui lacérait la plante des pieds. Elle n'avait aucun plan, aucun téléphone, aucun contact. Juste le nom d'un quartier entendu dans un murmure. Wayimbo, il y a une station de police. Les rues de Lagos ne sont pas faites pour les fuyards. Les klaxons, les regards, les hommes étranges. Elle se cacha entre 2 containers, pleura un instant, puis reprit sa marche. À l'aube, elle atteignit une petite place où des policiers jouaient au domino. L'un d'eux leva la tête, intrigué par cette jeune femme en haillons, le regard vide mais farouche. « Aidez-moi » souffla-t-elle. Zina était restée assise des heures sur une chaise en plastique bleu, dans le hall du commissariat. Les policiers n'avaient pas pris sa plainte au sérieux au début, pensant qu'elle avait fugué d'une « maison compliquée ». Mais son regard, son insistance, ses silences tremblants, finirent par les faire douter. Ils l'écoutèrent enfin, griffonnèrent son témoignage sur un papier froissé. L'un d'eux fit une pause lorsqu'elle prononça le nom Khalifa. Il hocha lentement la tête, comme si ce nom ne lui était pas inconnu. Pendant ce temps, Khalifa, furieux mais serein, passa un coup de fil. « Retrouve-la. Si elle parle, tu perds tout. » Moussa reçut l'ordre comme une sentence. Il n'osa même pas répondre. Le téléphone à peine raccroché, il s'effondra sur une chaise. La culpabilité le rongeait, mais l'argent coulait encore dans ses poches. Il se convainquit que Zina exagérait, qu'elle avait mal compris, qu'elle allait ruiner tout ce qu'il avait construit. Il localisa le poste de police. Il attendit dehors, sa voiture brillante stationnée à l'ombre. Il observa Zina sortir, encadrée par 2 policiers. Elle le vit. Ses yeux s'écarquillèrent, son pas ralentit. Un espoir fragile traversa son regard. « Il est venu, pour me sauver ?» Mais Moussa, sans un mot, s'approcha d'elle et posa une main sur son bras. Il murmura. « Monte dans la voiture. » Zina recula d'un pas, abasourdie. « Tu veux me ramener là-bas ?» Moussa ne répondit pas. Il baissa les yeux. Il transpirait. Il mentait à lui-même. Les policiers observaient la scène, hésitant à intervenir. Moussa déclara. « Elle est ma sœur. Elle s'est échappée d'un centre de rééducation. Je prends la responsabilité. » Zina comprit. Une colère froide jaillit dans son regard. Elle monta dans la voiture, non pas par soumission, mais par décision. Elle voulait voir jusqu'où il irait. Le trajet jusqu'au manoir fut silencieux. Mais dans la tête de Moussa, une tempête grondait. Chaque feu rouge était une possibilité de fuir, de tout abandonner. Mais il continuait. Il croyait encore pouvoir contrôler cette histoire. À leur arrivée, Khalifa les attendait sur le seuil. Le sourire satisfait qu'il adressa à Zina fut glaçant. « Bienvenue chez toi. » Moussa sentit alors, pour la première fois, le poids réel de ses actes. Il n'était pas le maître du jeu. Il n'était qu'un rouage. Et ce rouage avait trahi sa propre sœur. Lorsque Zina franchit de nouveau le seuil de la maison, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus la peur qui régnait, c'était le calme trompeur de l'orage qui approche. Elle ne dit rien, ne cria pas. Elle observa. Et puis,
Au matin du 3e jour, tout bascula. Des coups sourds résonnèrent dans la cour du manoir. Des voix. Des hommes en uniforme. Des agents de la brigade spéciale contre le trafic humain. L'un des policiers qui avait écouté Zina au commissariat n'avait pas oublié son regard. Il avait lancé une enquête discrète. Ce matin-là, la vérité se tenait sur le pas de la porte. Khalifa n'opposa aucune résistance. Il sourit, presque amusé, en croisant les bras. Les filles furent découvertes dans des pièces sans lumière, dans des tenues humiliantes. Certaines éclatèrent en sanglots, d'autres restèrent figées, perdues dans un silence de pierre. Moussa, lui, était dans une autre pièce, comptant de l'argent. Il entendit la clameur, s'approcha de la fenêtre, vit les policiers, et comprit. Son souffle se coupa. Il tenta de sortir, mais 2 agents l'arrêtèrent. « Vous avez aidé à amener ces filles ici. »« Non. Je ne savais pas. Je voulais juste les aider à travailler. » Mais les policiers ne le regardaient plus. C'était fini. Les menottes claquèrent comme une sentence. Moussa n'était plus un héros. Il n'était même plus un homme. Il était le traître. Retour à Koumé. Dans le village, la nouvelle tomba comme un coup près. Moussa arrêté. Khalifa exposé comme un trafiquant. Les familles des filles, d'abord dans le déni, furent ensuite submergées par l'horreur. Des mères s'évanouirent. Des pères pleurèrent à haute voix, chose rare chez eux. Le chef du village, lui-même, fit sonner le tam-tam des mauvaises nouvelles. Ce son, grave, profond, ne retentissait que dans les cas de décès ou de trahison communautaire. Moussa, qu'ils avaient célébré, décoré, imité, était un vendeur d'illusions. Un recruteur d'enfer. Dans une pièce au mur délavé, Moussa fut assis devant un policier qui griffonnait. Zina entra. Elle ne dit rien. Elle le fixa. Ses yeux n'avaient plus de larmes. Ils contenaient la mer. Des vagues de dégoût, de douleur, de regret, et peut-être, très au fond, un soupçon de compassion brisée. « Je voulais vous sauver, mais je me suis perdue. »« Tu voulais te sauver, pas nous, » répondit-elle. Le silence qui suivit fut plus tranchant qu'un cri. Les murs gris de la prison semblaient plus étroits chaque jour. Dans la cellule numéro 14, Moussa Kouyaté, autrefois héros de Koumé, croupissait désormais dans l'ombre. Son corps était intact, mais son esprit, en ruine. Il passait ses journées assis sur un banc de béton, fixant le sol. Les autres détenus l'avaient surnommé le silencieux. Il ne parlait à personne. Il ne mangeait que le strict nécessaire. Il n'écrivait pas. Il ne lisait pas. Il pensait. Les souvenirs revenaient, crus, comme des lames. Les chants de ses sœurs en partant. Le regard plein d'admiration de Zina dans la voiture. La main de sa mère glissant l'amulette dans sa poche. Et surtout, ce moment, celui où il a menti en disant « Elles auront une vie meilleure ». Une nuit, dans la cellule, il murmura pour lui-même. « J'ai vendu ma famille, pour des billets ». Il se leva, sortit l'amulette qu'il avait toujours gardée, la serra contre son cœur. Il pleura. Pas bruyamment. Ce genre de larmes qui brûlent la gorge en silence, comme du sable qui s'accumule. À Koumé plusieurs semaines plus tard. Les sœurs de Moussa étaient revenues. Brisées, mais vivantes. Le village ne les regardait plus comme avant. Certaines femmes les évitaient, gênées, comme si la honte était contagieuse. Mais d'autres, des mères surtout, leur tendaient des plats, des mots doux, des silences compatissants. Zina, la plus forte, devint peu à peu une voix. Elle parlait dans les écoles, racontant la vraie histoire. Elle refusait que l'on oublie. Le silence est une seconde trahison, disait-elle. Elle ne pardonnait pas Moussa. Pas encore. Peut-être jamais. Un visiteur inattendu vint. Un vieil homme, silencieux, vêtu de blanc. C'était le père de Moussa. Il ne dit rien. Il tendit simplement un sac contenant du pain d'arachide, comme autrefois. Moussa le regarda. Ses yeux étaient vides de jugement. Juste de fatigue. Tu restes mon fils, mais ton nom, c'est toi qui l'as brûlé. Moussa hocha la tête. Il murmura. Dis-leur que je suis désolé.
Même si ça ne suffit jamais. Le nom de Moussa fut banni des cérémonies officielles. Mais les filles, elles, bâtirent quelque chose. Une maison d'accueil. Une radio locale qui parlait du vrai danger derrière les mirages des grandes villes. Quant à Zina, elle grava un mot sur la porte de l'ancienne chambre de Moussa: la vérité coûte cher, mais le mensonge est plus cher encore. Ce n'est pas une simple histoire de trahison. C'est un cri contre l'illusion du gain facile, contre le silence complice, contre l'exploitation déguisée en opportunité. Moussa a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, sa famille, sa dignité, son âme pour de l'argent. Et il a tout perdu. La réussite ne doit jamais se construire sur la douleur des autres. Le vrai succès s'accompagne de paix intérieure. Si ton ascension nécessite le mensonge, la manipulation ou l'exploitation, ce n'est pas une réussite, c'est une chute déguisée. Pose-toi cette question: si ma mère voyait ce que je fais, serait-elle fière? La pauvreté n'est pas une honte. Le silence, si. Les filles de Koumé n'avaient pas les mots, ni la force de se défendre. Mais leur silence n'était pas un choix. Ceux qui voient et savent doivent parler, alerter, agir. Apprends à reconnaître les signes de manipulation. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. La famille est sacrée. Ne la sacrifie jamais pour ton ambition. Moussa a oublié que la richesse la plus précieuse était déjà autour de lui: l'amour de ses sœurs, la confiance de ses parents, l'honneur de son nom. Le silence face à l'injustice est une trahison. Zina a brisé le cycle. Elle a parlé. Elle a fui. Elle a risqué sa vie. C'est cela, le vrai courage. Si tu sais que quelque chose de grave se passe autour de toi, ne détourne pas les yeux. Le silence protège le bourreau, jamais la victime. L'éducation est la première arme contre la traite humaine. Informer, parler, sensibiliser. Dans chaque village, chaque école, chaque famille. C'est ainsi qu'on évite que l'histoire de Moussa se répète. Proposition: crée ou soutiens des cercles de parole dans ta communauté. Utilise ton histoire, ton vécu, pour éveiller les consciences. Ton action commence maintenant. Partage cette histoire dans ton entourage. Ouvre le dialogue avec les jeunes de ton quartier. Village. Organise des projections, débats ou lectures collectives. Si tu as vécu ou vu quelque chose de similaire, parle. N'attends pas qu'il soit trop tard. Rappelle-toi, la vérité coûte cher, mais le mensonge est plus cher encore.